RDC, visite de Karim Khan, la CPI en mission de reconquête. Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Le ministre d'État congolais en charge de la justice, Rose Mutombo, et le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ont procédé jeudi dernier à Kinshasa à la signature d'un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération relative aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre du côté de la RDC. À la cérémonie de signature de cet accord, qui devrait faciliter les activités de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, s'est déroulé en présence du président Félix Antoine Tshisekedi et du chargé de suivi de la coopération avec la CPI, Taylor Lubanga. Selon le communiqué de la présidence de la RDC, Félix Tshisekedi a loué les efforts consentis par la CPI dans, on va le dire comme ça, la lutte contre les crimes contre l'humanité avant de réitérer l'attachement de son pays au statut de Rome que la RDC a ratifié en avril 2002. Le procureur de la Cour pénale internationale est en mission en République démocratique du Congo depuis dimanche de la semaine dernière. Il s'est rendu notamment à Bunia, dans la province de l'Ituri, et à Bukavu, dans le sud Kivu, où il a rencontré les autorités locales et les communautés affectées par les conflits armés à répétition. La visite de Karim Khan intervient au lendemain d'une note que le gouvernement congolais a envoyée au bureau de la CPI, l'invitant à initier un processus d'enquête contre la coalition RDF-M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités congolaises et le procureur général de la Cour pénale internationale s'engagent à coopérer pour combattre les crimes et violations des droits de l'homme commises par les groupes armés dans la façade est du pays. Selon la présidente de la RDC, cet accord vise à renforcer la coopération judiciaire entre la RDC et la CPI concernant les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Il permettra de rendre la justice, d'envisager des options plus imaginaires, une solution holistique incluant la justice transitionnelle, la justice internationale et la justice locale, a déclaré pour sa part Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, en visite dans le pays depuis lundi. Il a également souligné la nécessité d'efforts conjoints pour accéder, on va le dire, le rythme de la justice, accélérer le rythme de la justice. Une question cependant, là où passe la CPI, y aura-t-il justement la justice quand on connaît ce que fait aujourd'hui le M23 du côté de la RD Congo? D'ailleurs, qui sont les coupables? La CPI va-t-elle chercher les coupables? On se rappelle également dans l'affaire, on va le dire comme ça, du côté de la Cour pénale internationale avec Laurent Koudou-Gbagbo, après, on va le dire ainsi, tous les problèmes qu'a connu la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale de la Côte d'Ivoire. Une seule partie a été menée devant la justice, l'autre partie n'a jamais pu être d'ailleurs inquiétée. Est-ce cette façon que la CPI va continuer à faire sur le sol africain? Allez savoir. Est-ce ce qui va se passer également sur le sol congolais dans les jours à venir? Rappelons en tout cas, mesdames, messieurs, que la RD Congo a ratifié le statut de Rome, instrument fondateur de la Cour pénale internationale, en avril 2002. Cette visite de M. Khan pourrait donc marquer un pas de plus dans la lutte contre l'impunité des crimes commis dans l'Est, saluant d'ailleurs la visite du numéro 1 de la CPI en RDC, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et fervent défenseur de la justice transitionnelle, a plaidé pour sa part pour la priorisation des enquêtes et poursuites visant à mettre fin à la culture de l'impunité qui prévaut largement pour les crimes les plus graves relevant du statut de Rome. Depuis plusieurs décennies, les activistes des droits de l'homme œuvrant en République démocratique du Congo plaident pour la mise en place d'une justice transitionnelle pour réprimer les graves violations des droits de l'homme commises dans le pays d'Afrique centrale. Rappelons qu'en octobre 2010, l'Organisation des Nations Unies a publié le rapport Mapping faisant mention de 617 incidents les plus violents des droits humains et du droit international humanitaire commis en RD Congo entre 1993 et juin 2003. Mais il faut le dire également, cette accusation est restée lettre morte jusqu'à aujourd'hui en l'an 2023. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. RDC, visite de Karim Khan, la CPI en mission de reconquête. En tout cas, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfum d'Homme, c'est un homme politique. Il connaît bien la question de la RD Congo. Il est notre invité. Patient Parfum d'Homme, bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour Steve Josselin-Gos, bonjour à nos nombreux internautes, à nos techniciens, un bonjour appuyé à tous les Africains, surtout tous les Congolais, qui enfin continuent de grainer leur chapelet d'espoir pour qu'enfin ce pays sorte, n'est-ce pas, de ce grand trou noir dans lequel il est plongé depuis la nuit des temps, très longtemps, pas même seulement la période coloniale. Nous espérons vraiment qu'un jour, cette réalité verra jour, en donnant la possibilité aux Congolais de vivre en paix, de vivre en harmonie avec tous les peuples qui sont autour de leur pays, mais surtout vivant dans une espèce qui sera enfin un véritable cadre de prospérité pour le bonheur de tous les Congolais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ça, à cause de l'action manifestement criminelle de la prétendue communauté internationale autoproclamée qui justement a érigé ce machin que vous avez appelé CPI. Alors moi, je ne peux pas... J'allais justement poser la question, à quoi ça sert? Non, c'est un chiffon, c'est une arme pour continuer de soumettre les insoumis. On ne voit pas la CPI en tant qu'instrument sur le plan international qui serait là pour défendre les droits humains. C'est plutôt une arme qu'on actionne chaque fois qu'on veut domestiquer un espace et qui frappe comme ça, j'allais dire, presque de manière désordonnée et sur les hommes politiques, et sur les institutions, etc. etc. Monsieur Karim Khan, lui-même, du point de vue de sa légitimité en tant qu'un homme de loi qui serait qualifié pour aller réprimer l'injustice à travers le monde, il pose problème. Il a été identifié plusieurs fois par la justice anglaise sur des questions de pédophilie. Ouais, on en est où? Ce dossier, il a presque disparu. Oui. Et bon, la CPI siège, je pense, aux Pays-Bas, n'est-ce pas? Là, ils ne sont pas loin, n'est-ce pas, d'une capitale qu'on appelle Bruxelles, qui a été pratiquement construite avec les fonds de pillage venant de ce Congo où il se rend aujourd'hui. Qu'a fait M. Karim Khan, c'est comme ça que vous l'appelez? Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, sur le plan juridique. Qu'a-t-il fait contre la famille royale belge? Il a fait quoi? Il fallait qu'il commence par là pour nous montrer son sérieux. Écoutez, les Africains ne sont plus là, M. Ngos, pour continuer à être des gens qui attendent des miettes, des gadgets. Non. On a assez instrumentalisé et nos politiques et nos valeurs et notre culture et on tente même, disons, d'instrumentaliser notre avenir avec des gadgets et des individus comme M. Karim Khan qui ne sont pas du tout des modèles, des références, n'est-ce pas, sur le plan de la morale internationale. Et c'est eux qu'on envoie justement pour dire, maintenant je vais traquer les criminels. Mais lui-même, non seulement les criminels, il appartient à une organisation elle-même qui est criminelle. Qui est criminel? Quelle est la légitimité de la CPI de venir enquêter dans un pays qui pille au quotidien, dont ils ont construit un avenir, qui est l'avenir que nous connaissons, la République démocratique du Congo? Je vous rappelle, les gens ne le disent pas assez. Il faut lire certains livres. J'ai lu le livre de Nana. Quand on regarde seulement le nombre de morts, pratiquement depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, sont à peu de 20 millions de morts. C'est un génocide. Oui. C'est un génocide. Et qui ont été les parrains de ce génocide, il les connaît très bien. Ce sont les gouvernements occidentaux qui instrumentalisaient les groupes de gauche à droite, maintenaient un satrape comme Mobutu au pouvoir, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Donc l'Afrique n'attend rien de bon d'une justice comme celle-là, qu'elle soit transitionnelle ou pas, du vœu de M. Mukwege. Non. Oui, il est prix Nobel. Bravo. Mais je pense qu'on devait questionner aussi même l'œuvre d'Albert Nobel. C'est quand même le créateur de la nitroglycérine. Et quand on voit les dégâts de la nitroglycérine sur le plan mondial aujourd'hui, il se fait bonne conscience en accordant, n'est-ce pas, des trophées à gauche, à droite, puis Nobel et ceci, de cela. Mais lui-même, même après sa mort, son procès aurait dû avoir lieu. C'est pas ça le problème. Donc je crois que l'humanité, en général, les Africains en particulier, n'ont plus de temps à perdre avec de petits gadgets, n'est-ce pas, et leurs marionnettes, comme M. Karim Khan. C'est Karim Khan. Karim Khan, justement, c'est son nom. Oui, n'est-ce pas? En plus, il est anglais, ça tombe très bien. Bon, donc vous voyez. Donc je crois sincèrement que nous sommes là face à une distraction. C'est de la distraction, cette affaire-là. Parce qu'en back-office, ce qui va déterminer oui ou non
la capacité pour la prétendue communauté internationale, bon, la vraie communauté internationale, parce que cela n'a jamais rendu justice à qui que ce soit, ça va être des intérêts. Parmi les gens qui financent la CPI pour qu'elle fonctionne, il y a des pays, il y a des lobbies, il y a des groupes de pression qui pillent le Congo. Il faut le dire. Ils vont donc venir apporter quelle paix au Congo? Ils vont traquer qui au Congo? Depuis que la CPI existe, c'est le Thomas Lubanga, parce qu'il y a déjà un précédent. Les leaders de l'UPC congolais, qu'on a su traquer, Thomas Lubanga, c'est qui représente quoi? C'est quoi? C'est pour continuer d'entretenir un narratif. Les Africains ne s'aiment pas. Ils continuent de mener les guerres tribales, ils commencent machin, mais on occulte le fait que les richesses du Congo sont pillées à mondiaux visant. Un ciel ouvert. Le coltan congolais, il va où? Monsieur Karim Khan ne peut pas enquêter sur la question de l'exploitation du Congo, de son coltan, et les lobbies, et les groupes, et les réseaux qui les vendent. Ce sont des groupes de criminels. C'est ce qu'on appelle la mafia. C'est ça qu'on appelle la mafia, M. Ngos. La mafia, ce n'est pas seulement la Dangreta. Ça aussi, c'est la mafia. Mais une mafia qui est validée par les tenants, n'est-ce pas, du pouvoir dans, dans ce qu'ils appellent la communauté internationale. Les usages autant pour moi, n'est-ce pas, qui aident dans beaucoup d'instruments high-tech. C'est à base du coltan. Allez voir les documentaires, comment les enfants du Congolais vont dans le cœur de la terre pour chercher ce coltan-là. Et quel enfant? Dans quelles conditions de misère ils vivent? Des groupes armés qui encadrent tout ce trafic. Non, il faut qu'on fasse attention. Mais il n'y a pas que le coltan. Il n'y a pas que le coltan. Le cuivre, le cobalt, tout ça, toutes ces richesses-là. De retour, c'est quoi? Les Congolais sont dans la misère. Alors qu'au même moment, il y a 1% de l'économie mondiale qui commence déjà à rêver par leur instrumentalisation de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, de voir comment dans un proche avenir, ils vont introduire des puces électroniques dans la tête des enfants pour les rendre un peu plus intelligents, ce qu'on appelle l'homme augmenté. Et évidemment, alors quand on aura fini de faire cette sélection, où le robot va prendre une place prépondérante dans le travail humain, oui, l'avenir des enfants de cette année de la Terre qui vont chercher le coltan dans le ventre de la Terre, ils vont devenir quoi? Ils vont les éliminer. C'est ça l'Afrique sans les Africains. Et ce projet-là, la CPI de M. Karim Khan ne le voit pas. C'est un débat qui est déjà ouvert. Sur le plan international, c'est l'un des points d'achoppement de la nouvelle confrontation qui existe entre la Russie et l'Occident à propos de l'Ukraine. Je ne parle pas de laboratoire biologique et de gauche à droite. N'oublions pas que, et c'est prouvé scientifiquement, j'allais dire, l'un des premiers lieux d'expérimentation de VIH-Sida, c'était au Congo. Oui. Sorti des laboratoires occidentaux. Et si le VIH-Sida a fini par impacter les États-Unis, parce que les gens vont me demander, oui, parfait, tu le dis, mais pourquoi c'est aux États-Unis que ça a explosé? Parce qu'il y avait une base militaire américaine là, dans cette région-là, qui servait aussi de base d'encadrement des rebelles de M. Savimbi. Et dans cette base militaire américaine, puisque les salopards américains militaires commençaient déjà à faire cric-crac entre eux, pour donner la pédophilie que nous connaissons, n'est-ce pas, et l'homosexualité maintenant qu'ils appellent LGBT, c'est pour cela que les premières communautés qui ont été frappées par cette maladie de VIH-Sida aux États-Unis, c'était justement la communauté des gays. Mais le premier espace d'expérimentation, c'était le Congo, avec pour idée derrière la tête de temps pour moi, c'est une très bonne chose. Comme ça, on va faire des coupes claires dans les populations des Africains à partir du Congo. Et nous, on aura le beau rôle pour venir avec nos armées et nos ONG pour domestiquer cet espace pour des milliers et des milliers d'années. Malheureusement, l'homme noir et les combinés, vous avez beau faire tout ce que vous voulez faire. Le VIH-Sida est arrivé, c'est-à-dire que ce virus est arrivé chez nous et il a muté. On a commencé à avoir des bizarreries que la science elle-même peine à expliquer aujourd'hui. C'est-à-dire des prostituées, par exemple, kenyanes, qui sont, comment vous appelez, séronégatifs, alors qu'ils entretiennent des rapports ouverts avec des séropositifs
Ils ont créé des termes du type sérodiscordant, c'est-à-dire une prostituée kenyane. Elle dit que viens, moi je n'ai pas besoin de la capote. Tu fais ça aller-retour 1 milliard de fois. La fille, déclaré qu'ils avaient la provitamine D. Elle est nickel. Elle continue de se porter à merveille. Et toi, tu es mourant. Ils n'ont pas pu expliquer ça. Donc, je pense que ce monsieur de Karim Khan a de vieux dossiers. Je ne parle même pas de la famille Bush. Je ne parle pas des guerres en Irak, n'est-ce pas, au Koweït. Non, ça, je ne parle pas. Je parle, puisque nous sommes au Congo. Il y a cette question de VIH. Il y a une responsabilité mondiale de ce laboratoire qui a introduit ce virus mortel en Afrique à partir du Congo. Que dit la CPI? C'est un crime contre l'humanité, M. Ngos. Et ce crime devait être imprescriptible. On devait pourchasser le laboratoire américain qui a introduit ce virus au Congo. Qu'il ne fait personne. Alors il a le beau rôle, il va se balader à Kinshasa, il sera reçu au palais. Bon, je lui souhaite beaucoup comment dire ça, un bon séjour au Congo. Il y a de très belles filles congolaises, mais qui ne touchent pas nos enfants, parce que ça a fait des pédophiles. Non, on n'a pas encore oublié. On n'a pas encore oublié, M. Khan. On sait que tu es friand des petits-enfants. Bon, aux petits Congolais, s'ils tentent pas le vieux, vous coupez son affaire là. Et puis on continue autrement. Mais comment comprendre justement que Félix-Antoine Tshisekedi a signé, ratifié, déclaré haut et fort que le Congo aujourd'hui a besoin de la Cour pénale internationale? Mais, réfléchissent-ils, ces chefs d'État, ou alors ils sont sous pression de la part justement de cette communauté internationale autoproclamée? Quand nos enfants sont dépassés parce qu'ils sont incapables de résoudre, d'apporter des solutions concrètes aux difficultés de leur pays, ils ont tendance à jouer à la paresse, à l'irresponsabilité. Ils se dédouanent. Et tous les gadgets qu'on les présente comme possibilité de solutions, ils les embrassent. Surtout qu'il y a des financements, il y a l'argent qui va circuler. Il y a la circuler et puis il va faire bonne figure, n'est-ce pas, au niveau de la presse internationale qui dit enfin, voici un chef d'État qui a compris que bon, les recettes qu'on leur propose sont les plus valides. C'est tout le problème. Mais c'est la paresse. C'est le manque de courage, à la fois politique et intellectuel, et même physique. Mais c'est toute la paresse. Il ne veut pas analyser. Il refuse de gratter pour que le vernis, qui enrobe tout ces trucs alléchants là, n'est-ce pas, quitte et qui voit la face hideuse de ce projet merdique et dangereux pour notre continent. C'est un projet de soumission, M. Ngos. C'est un projet de soumission. Toutes ces organisations-là, toutes ces propositions-là, tous ces gadgets-là, c'est la soumission. Je vous ai donné des informations, les gens font semblant de ne pas comprendre. Quand vous êtes dans l'avion de la compagnie qu'on appelle SN Bruxelles, c'est le sang des Congolais. Parce que la première compagnie qui appartenait au roi de Belgique, quand le roi de Belgique décide de céder sa propriété qui était le Congo à l'État de Belgique, il cède aussi cette compagnie privée qui lui appartenait. Et cette compagnie privée qui lui appartenait, c'est elle qui est devenue Sabina, et Sabina qui est devenue plus tard SN Bruxelles. C'est le sang des Congolais. Et qui continue de venir encore ponctionner de l'argent sur le ciel africain. Entre-temps, un grand pays comme le Congo, lui n'a pas de compagnie aérienne. Donc, on peut prendre 1000 cas comme ça. Même SN Bruxelles doit être poursuivi par la CPI. Parce que c'est l'argent du sang des Congolais qui a formé ce qu'on appelle son capital primaire. Et qui permet aujourd'hui à la Belgique de continuer à plastronner sur la place internationale comme l'un des pays qui a une compagnie viable, n'est-ce pas, et qui peut concurrencer les majors dans le domaine sur le plan mondial. Donc il faut qu'on arrête. Chaque fois que je vois de pareilles actions de ce genre-là, je me dis, mais on n'est plus dans les années 50, hein? Nous sommes très loin des années 50, elles sont derrière nous. Donc les jeunes Africains connaissent très bien la réalité et ils se rendent parfaitement compte qu'une fois de plus, c'est l'Occident qui veut prendre la main dans un espace qu'ils sont en train de perdre, parce qu'ils sont vraiment en train de perdre l'espace de Grands Lacs. Il faut écouter. C'est une campagne de reconquête alors? Je vous ai dit qu'ils ont... Mais bien que vous soyez né en ville, vous avez passé quand même quelques temps de vacances avec votre grand-père au village. Pas de vacances, je passe le temps en ville. Bon, voilà, vous connaissez les pièges qu'on faisait. Il y avait plusieurs types de pièges. Hein? Dans votre arsenal qu'on appelait le corps, il y a plusieurs types de pièges. Hein? Ils sont variés, il n'y a pas un seul piège. Ne pensez pas que quand le diable va sauter le premier piège, il va sauter le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le dixième. Il y a plusieurs pièges, monsieur. Et ils sont même variés.
Les d'autres sont font comme ça avec le truc arqué, d'autres on creuse le trou, d'autres on met le Ngwanda. Il y a plusieurs pièges, non? Oui. Donc là encore, c'est l'un des pièges dans lesquels j'ai bien peur que certains qui clairont la longueur de journée les droits de l'homme vont encore tomber parce que M. Karim Khan est venu au Congo. Donc cette fois-ci, vous allez voir ce que vous allez voir. Le Congo va être un îlot de prospérité où les populations et les pouvoirs vont respecter les droits de l'homme. C'est du pipeau, c'est des conneries. Ne croyez pas cela. Ils sont en perte de vitesse. Ils veulent réaffirmer leur domination et leur puissance dans cet espace-là par le biais de cet outil qui est leur outil, qui répond au doigt à leurs injonctions et qui va tenter de donner l'impression qu'ils font quelque chose. Félix Tshisekedi n'est pas au courant de tous les crimes commis par les Occidentaux sur le sol congolais. Dis donc, par moment, le président Tshisekedi, j'ai l'impression qu'il porte une veste qui est plus grande que lui. Parce que c'est pas facile d'être président du plus grand pays bantou du monde. Ils sont à plus de 100 millions d'habitants, on ne dit pas la vérité, le Congo que tu vois là. Mais surtout qu'il y a l'histoire que ce pays a eu. C'est quand même le pays de Lumumba. C'est quand même le premier pays où on a vu les soldats de l'ONU aller arrêter un représentant légitime du peuple pour le céder, n'est-ce pas, à une bande de mercenaires et qui sera plutôt assassiné sous les ordres de la Belgique, dépecé, enterré, déterré après, et son corps et ses ossements complètement dissous dans de l'acide. C'est incroyable, Monsieur Ngos. C'est ça le Congo, hein. Donc quand on voit encore un autre gardien appeler ce pays Cour pénale internationale, dit-on, un machin comme ça, revenir au Congo pour dire maintenant on va lutter contre l'impunité, contre les crimes, comme... Écoutez, Monsieur Ngos, l'Afrique est en train de monter en puissance. Je crois que nous n'avons pas encore atteint la masse critique qu'il faut au niveau de notre continent pour que des gens comme Karim Khan, quand ils arrivent sur notre sol, on leur renvoie par le prochain avion. Ils ne sont pas venus pour essayer d'instaurer une quelconque paix, un quelconque respect des droits de l'homme au Congo, parce qu'ils participent d'une machination qui a pour objectif de piller l'Afrique, de violer l'Afrique, de ramener l'homme africain au rang de la bête. C'est ça la vérité. Vous avez parlé d'un génocide de plus de 23 millions de personnes qui sont déjà assassinées, mortes et tout ça. Il faut également dire qu'en octobre 2010, l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU que vous connaissez d'ailleurs, a publié un rapport mapping faisant mention de 617 incidents les plus violents des droits humains et du droit international humanitaire commis en RD Congo entre mars 1993 et juin 2013, ce qui faisait à peu près, on va le dire, 20 ans. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a rien dit, on n'a rien fait. Moi, je conteste même leurs chiffres là. Et quand ils donnent un chiffre comme ça, il faut le multiplier par 5 par 10. Je vous dis la vérité, hein. Nous savons tous. Vous avez remarqué que moi, je vous ai dit ça sur le plateau. Vos statistiques et vos chiffres qui sont émis par les organisations dites internationales... Mon problème, c'est juste de savoir. Ils le disent, mais ils ne font rien. Ils ne feront jamais rien. C'est le pompier pyromane. Ils pondent ces rapports comme ça pour se donner bonne conscience et donner l'impression de justifier justement leur présence sur le terrain. Parce que les gens... N'oubliez pas, les forces de l'ONU, la MONUSCO, machin, ils sont au Congo depuis combien d'années? La MONUSCO, elle est là depuis combien d'années au Congo? Depuis plus de 20 ans. Et alors? Les résultats, c'est quoi? C'est quoi les résultats, Ngos? C'est quoi? Mais quelle est cette force qui a sur un espace depuis 20 ans pour résoudre un problème incapable de le résoudre? Les gens continuent de mourir avec les chiffres qu'eux-mêmes encore, ils publient. C'est quoi ça? L'échec. Ils ne sont pas là pour ça. Alors, donc, le seul truc à faire, c'est de payer leur bagage foot de camp. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu résoudre ce problème. Et comme ils le disent, d'abord ouvertement, maintenant, sous Cap, les Noirs sont faits pour s'entretenir entre eux, qu'ils laissent qu'on s'entretienne entre nous. Honnêtement, je suis pour qu'ils laissent qu'on s'entretienne entre nous. Parce que vous savez, dans les dynamiques de développement, même de la prise de conscience des peuples, il arrive toujours un moment où une certaine acceptation d'un ordre établi de manière consensuelle arrive à maturation et impose un nouvel ordre. L'Angleterre et la France se sont livrés des batailles terribles. La guerre de 100 ans, vous avez oublié? On n'a pas oublié. Même entre la France, le royaume de Prusse, autant pour moi, et même l'Allemagne plus tard.
Ils ne se sont pas livrés des batailles. Mais n'est-ce pas maintenant qu'on nous chante à longueur de journée que le couple franco-allemand est le moteur de l'Union européenne? Laissez les Africains. Foutez-nous la paix. On va régler nos problèmes. Et on va trouver un accord qui va cimenter le cadre dans lequel les Africains veulent vivre. Nous n'avons pas combattu Boko Haram. Il y a un soldat occidental qui est mort là-dedans. Non. Ce ne sont pas les Africains qui sont morts là. Les Camerounais, valeureux soldats camerounais, chapeau bas. Les Tchadiens, valeureux soldats tchadiens, chapeau bas. Même les Nigériens, ce n'est pas parce que Bazoum est venu semer le bordel là-bas maintenant. Hein? Chapeau bas. Et sans oublier même le Nigeria, les Nigérians. Parce qu'on oublie souvent, la question Boko Haram, c'est d'abord une question nigérienne qui a tout simplement débordé, n'est-ce pas, sur les pays tiers et qui a obligé, par exemple, comme un pays comme le Cameroun, de sacrifier vraiment parmi ses meilleurs cadres militaires dans cette guerre-là. Certes, il continue des petites escarmouches, parce qu'il ne disparaît pas définitivement comme ça, mais Boko Haram n'est plus une menace majeure comme ils étaient encore il y a cela quelques années, au point de vouloir couper la ligne de vie entre Douala et N'Djamena. C'est ça qui est, contrairement à ce que j'entends sur les analyses sur le plateau qui m'amuse, hein, le Tchad n'entre pas dans la guerre contre Boko Haram parce qu'ils viennent sauver le Cameroun, c'est faux. La ligne de vie Douala N'Djamena était sur le point d'être coupée. Donc, le marchand des biens a senti le danger. Il a senti le danger, il a dit dans ce cas-là, il faut que j'entre en guerre. Et moi, j'étais en N'Djamena, quelques temps après. J'ai vu l'attentat qui a été fait. L'attentat s'est fait devant le palais présidentiel de N'Djamena. Devant le palais présidentiel de N'Djamena. C'était quand même pas Yaoundé. Donc, quand les gens font souvent des constructions, ils disent des choses, il faut restituer les choses dans leur contexte. Oui, oui, vraiment important. En tout cas, ce n'était pas sur ce plateau. Ne vous inquiétez pas. Non, écoute, vous faites 1000 plateaux, M. Ngosso. Donc, je dis que là, on a vu le sacrifice de la jeunesse africaine pour mettre en déroute Boko Haram, qui était rien d'autre que les supplétifs de ceux qui organisent le chaos partout dans le monde pour imposer leur point de vue et leur paix. Et c'est l'occasion pour moi, une fois de plus, excusez-moi, de faire ce détour pour rendre hommage à la bravoure de cette jeunesse africaine, de ces hommes-là, ces jeunes qui sont sacrifiés pour que nous continuions d'avoir cette paix relative qui nous permet de temps en temps, de venir entretenir nos frères africains sur les réalités de ce monde, mais surtout sur le jeu complexe de ces gens qui viennent habillés en manteau de moines et de fakirs, alors que ce sont des pires criminels que l'humanité n'a jamais connus. Merci. C'est moi qui vous dis merci et courage au vaillant peuple du Congo. Vous savez, le travail de fourmi, il est bizarre. On ne le voit pas quand il commence, on ne voit pas quand il atteint son apogée. On verra les résultats plus tard. Continuez ce travail de fourmi, patiemment, comme disent d'autres. Un petit arbuste qui pousse ne fait pas de bruit. Mais c'est quand même le baobab tombe qu'on a l'impression que toute la forêt est complètement écrasée. Continuez ce petit travail patiemment de fourmi. Remonter l'espérance en Afrique. Donner enfin aux Africains la dignité d'être ceux qui vont transformer leur quotidien et qui vont donner un nouveau visage au monde par le biais de cet humanisme qui est intrinsèquement africain. Merci à vous, Patient Parfaido. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Et comme le déclarait encore le grand Tupac, eh bien, il disait haut et fort, les guerres se succèdent, mais l'âme du soldat reste éternelle. Bonne journée à toutes et à tous.